Et si je vous disais que ce n'est pas la vieillesse qui vous vole vos jambes, mais vos habitudes du matin? Que le vrai danger ne vient pas de la maladie, mais de ce que vous faites en pensant que c'est anodin. Je suis médecin, ou du moins, je l'ai été pendant plus de 40 ans. Aujourd'hui, je suis à la retraite et je vis seul dans une maison de pierre au cœur de la Bourgogne. Cela pourrait ressembler à une vie paisible, contemplative. Et pourtant, si je vous parle aujourd'hui, ce n'est pas pour vous raconter une retraite tranquille, c'est pour vous prévenir, pour vous dire ce que personne ne vous dit vraiment, ce que même certains de mes collègues préfèrent ignorer. Parce que ce n'est pas la maladie qui m'a réveillé. Ce n'est pas une pathologie rare, ni un cancer, ni un infarctus. Non. Ce qui a tout changé, c'est une chute. Une chute absurde, inattendue, violente dans sa simplicité. Un matin d'hiver, dans le silence froid d'un petit ermitage où je m'étais retiré après ma carrière. Il faisait gris, l'air piquait, le sol était glissant. J'étais sorti, comme chaque matin, faire chauffer de l'eau pour le thé. Un geste routinier, automatique. J'avais à peine mis le pied dehors et mon corps s'est effondré. Je ne me souviens pas du bruit. Je me souviens seulement de ce froid glacé qui me mordait la joue, du goût du sang dans ma bouche et d'un silence épais. J'étais allongé, paralysé, incapable de me relever. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas la douleur qui me terrassait. Ce n'était pas la peur de mourir. C'était cette pensée, brutale, sans pitié. Et si c'était le début de la fin? Et si à partir de maintenant, je devais dépendre des autres pour aller aux toilettes, pour me laver, pour m'asseoir, pour manger? Ce que j'ai ressenti à ce moment-là, je ne l'avais jamais connu, ni en tant que médecin, ni en tant qu'homme. Ce n'était pas une douleur physique. C'était une humiliation silencieuse, le sentiment de devenir un poids, de ne plus être un homme, mais un corps à manipuler. Et je sais que si vous avez plus de 70 ans, ou si l'un de vos parents est âgé, vous comprenez exactement de quoi je parle. Ce n'est pas la mort qui fait peur, c'est la perte de contrôle. J'ai passé presque 1 heure étendu sur sol froid, mon dos collé aux pierres, mon regard perdu dans les tuiles du toit. Les larmes me coulaient sans bruit, autant à cause du vent qu'à cause de cette honte intérieure. Vous savez ce que j'ai pensé à ce moment-là? J'ai pensé à tous mes patients, à ceux que j'avais vus vieillir, que j'avais vus décliner, à tous ceux à qui j'avais dit, d'un ton clinique, prenez ce traitement, faites attention aux chutes, essayez de garder de l'activité physique. Des mots vagues, des conseils généraux. Mais là, ce n'était plus un conseil, c'était ma réalité, et elle était implacable. À partir de ce jour, j'ai décidé de ne plus jamais laisser mon corps m'échapper sans que j'aie tenté de le reconquérir. Je ne voulais pas mourir, non. Je ne voulais pas m'effacer. C'est ce matin-là, gisant seul au sol, que j'ai compris une chose fondamentale. La vieillesse n'est pas ce qui nous détruit, c'est l'abandon. J'ai rampé jusqu'à ma chambre. J'ai respiré profondément. J'ai écrit dans mon carnet, si je veux vieillir avec dignité, il va falloir que je commence maintenant. Et ce que je vais vous partager dans cette série de vidéos n'est pas une méthode miracle, ni une recette tirée des livres. C'est le fruit d'une bataille silencieuse, patiente, quotidienne. Une bataille que j'ai menée seule, dans la discrétion de mes matinées froides, avec seulement mon souffle, une chaise et une volonté de ne pas devenir un fardeau. Je suis devenu mon propre patient. J'ai appliqué la médecine la plus ancienne du monde. L'attention, la régularité, le respect de son propre corps. Avant de vous parler des exercices, des rituels simples mais puissants que j'ai intégrés dans mes matins, je veux vous demander quelque chose. Avez-vous déjà eu cette pensée? Et si un jour je ne pouvais plus me lever seul? Et si un matin je devais appeler mon fils ou ma fille pour m'aider à m'habiller? Et si un jour mes jambes refusaient de m'obéir? Si ces pensées vous ont déjà traversé l'esprit, alors ce que je vais vous raconter n'est pas seulement pour vous inspirer, c'est pour vous armer. Car ce que j'ai appris, c'est qu'il n'est jamais trop tard. Jamais. Même à 60, 70, 80 ans. Tant que vous respirez, vous pouvez encore poser un acte. Et chaque matin est une nouvelle chance de reprendre un peu de pouvoir. Alors si ce message vous parle, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. Ce n'est pas une chaîne comme les autres. Ici, nous parlons vrai. Nous partageons des pratiques concrètes, accessibles, éprouvées, pour ne plus être des vieillards invisibles,
mais des êtres humains debout. Abonnez-vous, non pas pour moi, mais pour vous, pour que chaque semaine, une nouvelle graine de clarté, de mouvement, de souffle vienne réveiller votre quotidien. Et avant de passer à la suite, je vous laisse avec une petite question. Une question simple, mais essentielle. Si demain votre corps refuse de vous obéir, qu'est-ce qui vous ferait le plus peur? A. Devoir appeler quelqu'un pour vous aider à vous lever. B. Perdre la capacité de marcher jusqu'à votre propre salle de bain. Dites-moi en commentaire ce que vous choisissez, A ou B. Je lirai chaque réponse avec toute l'attention d'un médecin et d'un homme qui sait ce que cela signifie. Après cette chute, qui m'a laissé à terre pendant près d'une heure, incapable de bouger, une chose m'est apparue avec une clarté brutale. Si je voulais continuer à vivre debout, je devais réapprendre à habiter mon corps. Je ne pouvais plus faire confiance au hasard, ni à la chance d'avoir de bons gènes. J'ai compris que la santé, passé un certain âge, n'est plus une affaire de nature, mais de soin. Un soin quotidien, doux, constant. Je ne parle pas ici de médicaments ni de traitements. Je parle de ces gestes minuscules que l'on croit trop simples pour être efficaces, mais qui, lorsqu'ils sont répétés chaque matin avec intention, deviennent des rituels puissants. Ce que j'ai mis en place à partir de ce jour-là, ce ne sont pas des exercices de fitness, ni des mouvements appris dans un centre de rééducation. C'est un ensemble de rituels nés de l'observation de mes propres faiblesses et de mon désir profond de ne plus jamais être prisonnier de mon lit. Je me suis donc donné une règle. Chaque matin, avant même de poser les pieds au sol, je devais m'assurer que mon corps était prêt à me porter. Cela commence dès l'ouverture des yeux. Je reste allongé, dans le silence. Je ne pense pas au thé, ni au courriel, ni au monde extérieur. Je pense à ma colonne vertébrale. Je tourne lentement la tête vers la gauche, puis vers la droite. Je sens les muscles de mon cou qui se réveillent, les vertèbres qui craquent doucement. Je ne force rien. C'est comme si je disais à mon corps, « Bonjour, tu es là, je suis là aussi. » Puis je plie doucement les genoux, je les ramène contre ma poitrine. J'embrasse mes jambes comme on embrasse un enfant. Et je me balance doucement, de gauche à droite, 10 fois. Ce mouvement, presque infantile, m'a permis de redonner de la mobilité à mes hanches, de détendre le bas du dos. Mais surtout, il m'a réconcilié avec un geste d'intimité, prendre soin de moi comme j'aurais pris soin d'un patient. Après cela, je prends une grande inspiration. J'ouvre la bouche et je souffle longuement, profondément. Ce n'est pas qu'un simple souffle, c'est un signal à mon système nerveux, à mon cœur, à mes muscles. Nous allons commencer la journée ensemble. Une fois assis au bord du lit, je ne me lève pas tout de suite. Je reste quelques instants, pieds nus posés au sol, à sentir le froid du carrelage. Puis je me dirige lentement vers la chaise que j'ai placée au centre de ma cuisine. Ce n'est pas une chaise ordinaire, c'est mon autel du mouvement, si je puis dire. C'est là que je pratique ce que j'appelle l'exercice de la dignité. S'asseoir et se relever, 10 fois, sans s'appuyer sur les bras, sans se précipiter. Au début, mes jambes tremblaient, mes genoux grinçaient. Il m'est arrivé de devoir m'arrêter à la 5e répétition. Mais je n'ai jamais renoncé. Ce rituel m'a redonné confiance en mes jambes. Il m'a appris à retrouver l'équilibre, à renforcer mes appuis. Et surtout, il m'a offert quelque chose qu'aucune ordonnance ne peut garantir, la capacité de me relever seul si je tombe à nouveau. Je me souviens d'un jour, il y a quelques années. Un de mes anciens patients que j'avais revu par hasard au marché m'a dit en plaisantant « Alors, docteur, vous faites encore du sport à votre âge ?» J'ai souri. Et je lui ai répondu « Non, je fais de la résistance. Je résiste à la dépendance. » Ce que j'ai compris en répétant ce geste, jour après jour, c'est que le corps, même vieux, répond à la régularité. Ce qu'il redoute, ce n'est pas l'effort, c'est l'abandon. Et chaque fois que je me lève de cette chaise sans m'aider des bras, je ressens une petite victoire, pas contre le temps, mais pour moi. Enfin, il y a un autre rituel, souvent négligé, mais pour moi essentiel, celui des mains. Un matin, j'ai essayé d'écrire une carte postale à mon petit-fils. Au bout de 2 mots, mon stylo m'a échappé. Je l'ai ramassé. Il m'a échappé à nouveau. J'ai eu honte. J'étais le médecin qui avait opéré, prescrit, soigné. Et voilà que je ne pouvais même plus tenir un crayon. Alors j'ai décidé d'exercer mes mains comme je le faisais autrefois avec mes patients après un AVC.
Chaque matin, j'ouvre grand les doigts, je les écarte au maximum, puis je referme lentement le poing, je serre fort et je relâche. 10 fois. Je le fais avec un petit chiffon roulé ou parfois avec une orange sèche. Au fil des semaines, mes doigts ont retrouvé de la chaleur, de la précision. Je peux nouveau boutonner ma chemise sans difficulté, tenir une fourchette, saisir la main de mon arrière-petite-fille sans trembler. Ce sont des gestes anodins pour certains, mais pour moi ce sont des preuves. La preuve que je suis encore capable, que je suis encore libre. Tous ces rituels, celui du lit, de la chaise, des mains, forment la base de mon matin. Ce n'est pas un programme de fitness. C'est une prière adressée à mon corps pour lui dire « je ne t'ai pas oublié ». Et à mon âge, cette fidélité envers soi-même. C'est ce qui fait toute la différence entre une vie prolongée et une vie vécue pleinement. Ce n'est pas en courant plus vite qu'on vieillit bien. C'est en marchant chaque matin vers soi-même, un geste à la fois, avec constance et tendresse. Voilà ce que je voulais vous transmettre aujourd'hui. Rien de spectaculaire, juste un engagement silencieux mais profond à ne pas abandonner. Et si vous êtes encore ici à m'écouter, alors peut-être est-ce parce qu'en vous aussi, il y a ce désir discret mais tenace de rester debout. Alors ne l'étouffez pas, nourrissez-le. Et demain matin, avant même de vous lever, souvenez-vous de moi, de ce vieux médecin qui a réappris à bouger, un souffle, un geste, une main après l'autre. J'ai accompagné des milliers de patients dans leur parcours de santé. J'ai appris à repérer les signes, à prescrire les bons traitements, à calmer les douleurs, à expliquer les protocoles. Mais il a fallu que je perde moi-même le sommeil pendant des mois, que je me réveille en pleine veille, en pleine nuit, le cœur battant et la gorge serrée, pour comprendre une chose que les manuels de médecine oublient souvent, le souffle. Pas seulement en tant que fonction vitale, mais comme pilier invisible de l'équilibre intérieur. Après ma chute, je suis devenu un homme inquiet. Et l'inquiétude est une bête silencieuse. Elle ne hurle pas, elle ronge. La nuit, elle s'installe entre les draps, s'infiltre dans le silence, se glisse entre deux battements de cœur. Je dormais par à-coups. Je me réveillais épuisé, tendu, avec une sensation de vide dans le ventre et de flou dans la tête. Le jour, j'allais bien. Mais dès que la lumière tombait, quelque chose en moi se contractait. Et je sais que je ne suis pas le seul. Beaucoup de personnes âgées vivent cela. Ce n'est pas l'insomnie qui fait le plus mal, c'est ce qu'elle réveille, les peurs, les regrets, le sentiment de ne plus avoir de prise sur rien. Un soir, alors que je feuilletais un vieux carnet de notes sur les approches orientales de la santé, je suis tombé sur une page annotée par un ancien confrère. Respiration 4, 7, 8. Technique ancienne, apaise le cœur, calme l'esprit, restaure le sommeil. Ces mots étaient entourés, soulignés, presque griffonnés comme une prière urgente. J'ai refermé le carnet et je me suis assis. Il faisait nuit. La maison était silencieuse. Je me suis installé sur un coussin face à une bougie. Et j'ai tenté. Inspiration par le nez pendant 4 secondes. Rétention du souffle pendant 7. Expiration lente par la bouche pendant 8 secondes. 4 cycles, ce fut tout. Rien de plus, pas de mantra, pas d'effort, juste être là avec mon souffle. Je ne m'attendais à rien. Et pourtant cette nuit-là, j'ai dormi. Pas un sommeil léger, un sommeil profond, sans rêve, sans interruption. Le matin, je me suis réveillé dans un silence intérieur que je n'avais pas connu depuis longtemps. Mes mains étaient chaudes, mon ventre apaisé, ma pensée claire. Je n'ai plus jamais arrêté cette pratique. Elle est devenue mon ancrage, mon refuge, mon médicament le plus précieux. Chaque soir, avant d'éteindre la lumière, je m'assieds. Je pose une main sur mon cœur, l'autre sur mon ventre, et je respire. 4, 7, 8, 4 fois. Puis je me couche. Il ne s'agit pas de contrôle. Il ne s'agit pas de performance. Il s'agit de présence. De se rappeler que tant que le souffle circule, la vie circule. Que l'on peut, en quelques minutes, repasser du chaos au calme, de l'agitation au recentrage. J'ai commencé à le faire aussi le matin. Pas tous les jours, mais souvent. Et j'ai observé des changements subtils. Moins de tension dans la mâchoire, moins de palpitations, une digestion plus fluide. Mais surtout, une sensation nouvelle, la capacité de ralentir le temps. De ne plus courir après ma propre existence, mais de l'habiter, souffle après souffle. Un ami, ancien kinésithérapeute, m'a un jour demandé « Tu crois vraiment qu'on peut soigner avec le souffle ?»
Je ne lui ai pas répondu avec des chiffres. Je lui ai simplement raconté une histoire. Celle d'un homme de 80 ans, ancien médecin, autrefois rationnel et rigoureux, qui s'est retrouvé incapable de dormir, qui a essayé les tisanes, les oreillers ergonomiques, les routines du soir, rien n'y faisait, jusqu'au jour où il a décidé de respirer comme s'il voulait vivre pour de bon, et qui, depuis ce jour, dort, non pas comme un enfant, mais comme un homme en paix. Le souffle, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas un accessoire. C'est la frontière entre la survie et la présence. Quand on respire de façon rapide, courte, saccadée, on vit en surface. On survit, on se contracte. Mais quand on respire profondément, lentement, on entre à l'intérieur. On retrouve l'axe. On écoute ce que le corps a à dire. On entend ce que le cœur n'ose plus formuler. Je ne vous demande pas de me croire sur parole. Je vous demande simplement d'essayer, ce soir ou demain matin. 4 secondes d'inspiration, 7 secondes de rétention, 8 secondes d'expiration. 4 fois, rien d'autre. Pas de bougie si vous n'en avez pas. Pas de coussin spécial. Juste vous et votre souffle. Ce que j'ai découvert, c'est que la médecine moderne nous a appris à mesurer beaucoup de choses. Le taux de sucre, la pression artérielle, le cholestérol. Mais elle a oublié d'enseigner la mesure invisible, celle du calme intérieur. Et cela, seul le souffle peut nous l'offrir. Je suis médecin, oui, mais aujourd'hui je suis surtout un homme qui a réappris à respirer. Et je vous assure, cela m'a rendu une partie de ma liberté, celle de ne plus avoir peur des nuits, de ne plus craindre le silence, de ne plus m'agiter sans direction. Cela m'a rendu mon espace intérieur. Et peut-être, si vous prenez ce temps, vous découvrirez vous aussi que derrière chaque expiration lente, il y a un peu plus de légèreté, un peu plus de lucidité, et une immense dignité retrouvée. J'ai longtemps cru que marcher n'était qu'un moyen de locomotion, un geste banal du quotidien, un automatisme sans conscience. Je l'ai conseillé à mes patients par habitude. Marchez un peu tous les jours, cela fera circuler le sang, disais-je. Mais à vrai dire, je n'avais jamais vraiment compris ce que marcher pouvait transformer. Jusqu'au jour où, après ma chute, alors que j'avais réappris à respirer, à m'asseoir, à me relever, à mobiliser mes mains et mon dos, je me suis rendu compte que quelque chose me manquait encore. J'étais vivant, mais pas pleinement relié. Un matin, j'ai ouvert la porte de mon ermitage sans but précis. Il faisait frais, le soleil était bas. Mes jambes étaient encore hésitantes, mon équilibre fragile, mais je me suis dit, fais simplement un pas, puis un autre, sans te presser, sans chercher à aller loin. Alors j'ai marché, lentement, le long du sentier de terre qui contourne la colline derrière la maison. Au début, c'était difficile. Après 5 minutes, mes genoux étaient raides, mes mollets tendus, mon souffle court. Je me suis arrêté, puis j'ai fait demi-tour. Mais en rentrant, quelque chose avait changé. Ce n'était pas une victoire physique, c'était plus subtil. J'avais senti le sol. J'avais entendu les feuilles frémir sous mes pas. J'avais senti mon cœur se poser, comme un oiseau qui cesse de battre des ailes. Et ce sentiment de présence, si discret soit-il, m'avait nourri toute la journée. Le lendemain, j'y suis retourné. 5 minutes encore, puis 6, puis 8, sans me fixer d'objectif, sans me mettre de pression. Seulement moi, mes pas et ce silence vivant qu'offre la nature quand on s'y rend disponible. Je marchais sans téléphone, sans oreillette, sans montre. J'apprenais à écouter de nouveau, le craquement des branches, le souffle du vent, le rythme de ma propre respiration. Au bout de quelques semaines, j'ai atteint les 15 minutes. C'était devenu un rendez-vous, un rituel, mais pas comme les autres, car celui-ci ne se déroulait pas dans ma chambre, ni dans ma cuisine. Il se déroulait dehors, là où le monde respire. Et c'est là que j'ai compris une vérité simple. Tant qu'on peut marcher, on peut encore choisir. Tant que l'on est capable de se lever, d'ouvrir une porte et de mettre un pied devant l'autre, alors on n'est pas fini. Je me suis souvenu d'un patient, un homme discret, ancien libraire, que j'avais suivi pendant des années. Il m'avait dit un jour, les yeux pleins d'amertume, « Ce n'est pas la maladie qui m'a détruit, docteur, c'est l'immobilité, le fait de ne plus avoir de raison d'ouvrir la porte. » À l'époque, je n'avais pas mesuré la portée de ces mots. Mais aujourd'hui, je les entends dans tout leur poids. Marcher, c'est renouer avec la vie. C'est pas faire du sport. Ce n'est pas brûler des calories. C'est affirmer sa présence. Dire au monde, je suis encore là. C'est aussi une façon d'apaiser l'esprit.
Quand on marche en conscience, on range ses pensées, on les classe, on les dédramatise. Les préoccupations se diluent dans le mouvement. Le corps avance et l'esprit suit. Au fil des jours, j'ai remarqué d'autres changements. Mon dos se redressait. Je ne me tenais plus courbé comme un vieil homme, mais droit, enraciné. Ma digestion s'est améliorée. Mon sommeil est devenu plus profond. Mon appétit plus juste. Et ma mémoire, étrangement, s'est éclaircie. Je me souvenais des prénoms, des souvenirs anciens remontaient avec clarté, comme si, en marchant, je faisais aussi circuler ma conscience. Mais ce qui m'a le plus touché, c'est la joie qui a fini par revenir. Pas une joie bruyante, une joie paisible. Celle de voir la lumière filtrer à travers les branches, de sentir l'humidité d'un matin d'automne sur mes joues, d'observer les pas d'un oiseau dans la boue. Je n'étais plus enfermé dans mon corps. J'étais à nouveau dans le monde. Un jour, un voisin m'a demandé « Paul, tu marches tous les jours comme ça? Tu crois que ça te fera vivre plus longtemps ?» Je lui ai souri. Et j'ai répondu « Je ne sais pas si je vivrai plus longtemps, mais je vivrai mieux. Et surtout, je ne regretterai pas. Car ce que je regretterai le plus, ce n'est pas de mourir. C'est de ne pas avoir profité de mes jambes tant qu'elles me portaient encore. Alors, si vous m'écoutez aujourd'hui, que vous soyez seul chez vous, ou entouré mais un peu perdu, je vous en supplie, ouvrez la porte demain matin, même s'il pleut, même s'il fait froid. Marchez 5 minutes, pas pour faire de l'exercice, pas pour performer, mais pour être là, pour redevenir vivant, pour ressentir, pour écouter, pour revenir à vous-même. Ne sous-estimez jamais ce que 15 minutes de marche peuvent faire. Elles ne changeront peut-être pas le monde, mais elles peuvent changer votre monde intérieur. Et parfois, c'est tout ce qu'il faut pour recommencer à espérer. S'il y a bien une chose que j'ai apprise au fil des décennies, ce n'est pas seulement à diagnostiquer des maladies ou à prescrire des traitements, mais à observer ce que les autres ne voient pas, les gestes manquants, les silences qui en disent long, les tremblements imperceptibles d'une main qui ne tient plus la tasse. Ce que l'on nomme pudiquement vieillissement, je l'ai vu s'insinuer dans le quotidien de mes patients, comme une brume lente, invisible, qui efface peu à peu les contours de leur autonomie. C'est cette lente érosion que j'ai fini par sentir en moi. Pas d'un coup, pas après une chute ou un choc. Non. Elle s'est manifestée par une chose presque dérisoire. Un matin, en voulant écrire une carte à mon petit-fils, j'ai laissé tomber mon stylo. 1 fois, 2 fois, 3 fois. C'était pas la main qui me faisait mal, c'était le cœur. Car j'ai compris que je ne contrôlais plus mes doigts comme avant. Je n'étais pas seulement en train de perdre de la force, je perdais une forme de dignité. J'ai repensé à mes patients atteints de Parkinson, à ceux qui n'osaient plus boutonner leur chemise, de peur de ne pas y arriver, à ceux qui évitaient de couper leur viande devant les autres pour ne pas être vus trembler. J'avais toujours eu de la compassion pour eux. Mais ce jour-là, j'ai compris, de l'intérieur, ce qu'ils ressentaient. Je me suis alors fixé un objectif simple, retrouver mes mains. Pas pour les rendre jeunes, pas pour qu'elles soient comme avant, mais pour qu'elles soient encore capables, qu'elles restent un outil de liberté, et non un rappel d'impuissance. J'ai commencé chaque matin, avant même de poser le pied au sol, par un petit rituel. J'ouvrais mes mains en grand, comme pour saluer le jour. Je les étirais, doigts écartés, paumes tendues vers le plafond. Puis je refermais lentement, en formant un point, en contractant bien chaque phalange. Je retenais la tension quelques secondes, puis je relâchais. Je répétais cela 10 fois. Ce n'était pas douloureux, mais parfois mes doigts me semblaient rouillés, lents à répondre. Qu'importe. Je continuais. Avec le temps, j'ai ajouté un chiffon roulé que je serrais comme un outil de résistance, puis une balle de caoutchouc. Et parfois, tout simplement une orange sèche. Peu importe l'objet. Ce qui comptait, c'était l'intention. Dire à mes mains qu'elles comptaient encore, qu'elles avaient encore un rôle à jouer. Les premiers effets ont été subtils, une chaleur revenue dans les doigts, une prise plus ferme sur la cuillère, une confiance retrouvée au moment de signer un chèque ou de visser un bouchon. Mais ce qui m'a frappé le plus, c'est ce que cela a réveillé en moi. Une fierté silencieuse, celle de pouvoir encore tenir une fourchette, de pouvoir lisser les cheveux d'un petit enfant, de pouvoir ouvrir une porte sans craindre que la poignée m'échappe. Ce ne sont pas de grandes victoires,
Ce sont des victoires minuscules, presque invisibles. Mais ce sont elles qui, mises bout à bout, font la différence entre vieillir et se laisser glisser vers la dépendance. Je repense à cette scène qui m'a bouleversé plus que je ne saurais l'expliquer. Un midi, ma petite fille m'a vu faire mon rituel de main. Elle m'a regardé, intrigué, et m'a demandé « Papy, pourquoi tu fais ça ?» Je l'ai regardée, les mains encore tendues, et j'ai répondu sans réfléchir « Pour ne pas avoir besoin de toi plus tôt que nécessaire. » Elle a souri, sans trop comprendre. Mais moi, je savais. Derrière ce sourire d'enfant, il y avait un pacte silencieux. Je faisais cela pour elle, pour ne pas devenir un poids, mais rester un pilier, même modeste. En médecine, on parle souvent de la force de préhension comme d'un indicateur de santé globale. Des études au Japon, aux États-Unis, en Europe, ont montré que la force dans la main est un prédicteur de longévité, de qualité de vie, même d'indépendance cognitive. J'aurais pu vous citer ces études, mais je préfère vous parler de ce que j'ai vu, des patients qui s'effondraient après avoir perdu l'usage simple de leurs doigts. Pas physiquement, moralement. J'écris ces mots pour ceux qui, comme moi, un jour ont eu honte de ne pas réussir à tenir une cuillère sans trembler. Pour ceux qui se sentent devenir étrangers à leur propre corps. Pour ceux qui baissent les yeux quand on leur propose de l'aide pour attacher leur manteau. Je vous le dis, en tant que médecin, mais aussi en tant qu'homme, ne laissez pas vos mains s'effacer sans essayer. Offrez-leur chaque jour quelques minutes, quelques mouvements, un peu d'attention, pas pour être parfait, mais pour rester vivant, pour rester libre, pour continuer à être celui ou celle qui choisit et non celui ou celle qui subit. Ce matin encore, je me suis assis au bord du lit, j'ai tendu mes mains, je les ai ouvertes, refermées, lentement, avec soin. Je les ai regardées comme on regarde un vieux compagnon de route, fatigué mais fidèle. Et je leur ai dit, sans un mot, merci, nous avons encore du chemin à faire. Quand j'ai quitté l'hôpital pour la dernière fois en tant que médecin à la retraite, je croyais avoir tout donné. J'avais soigné des corps, soulagé des douleurs, accompagné des familles. Mais ce que je n'avais pas encore appris, c'est à soigner le mien. Et surtout, à soigner la relation que j'entretenais avec le fait de vieillir. Ce n'est qu'une fois seul, face au silence, au ralentissement, aux petits gestes qui deviennent grands efforts, que j'ai compris que la médecine que j'avais pratiquée n'était qu'une partie de la vérité. Il existe une autre forme de soin, celle qui ne nécessite ni ordonnance, ni scalpel, ni laboratoire. Une médecine lente, discrète, humble, mais puissante. Une médecine du quotidien. Une médecine du souffle, du geste répété, de la marche lente, de la main qui s'ouvre et se referme. Une médecine que l'on fait pour soi, par soi, avec bienveillance. Une médecine du matin, du corps qui se réveille, de l'esprit qui revient doucement à lui-même. Ce que j'ai voulu transmettre à travers ces récits, c'est qu'il est possible, même à 70, 80, 90 ans, de choisir comment l'on vieillit. Pas en fuyant les rides, ni en espérant rester jeune éternellement, mais en décidant chaque jour de ne pas se laisser glisser, en décidant d'aimer encore ce corps fatigué, de le servir, lui qui nous a tant servi. Vieillir avec dignité, c'est pas une question d'apparence, c'est une question de mouvement, d'attention, de conscience. C'est continuer à poser des actes, à respirer avec intention, à marcher pour vivre, pas seulement pour aller quelque part, à ouvrir ses mains pour créer, pour accueillir, pour transmettre. C'est aussi savoir s'arrêter, fermer les yeux et sentir que l'on est encore là, présent, debout, humain. Et si vous m'avez écouté jusqu'ici, je veux vous remercier. Car cela signifie que, quelque part, vous êtes en train de faire ce choix, celui de ne pas vous résigner, celui de ne pas abandonner votre corps, ni votre esprit, celui de croire qu'il y a encore des choses à apprendre, à partager, à vivre. La leçon la plus importante que je retire de ces 20 années de retraite active, ce n'est pas que j'ai évité la maladie, c'est que j'ai appris à ne plus avoir peur de moi-même, de mes faiblesses, de mes lenteurs. J'ai appris à les apprivoiser et surtout à ne pas les cacher. Alors, si je peux vous laisser une seule phrase que vous pourriez garder pour vous. Vieillir est inévitable, mais perdre sa dignité, ça c'est un choix. Et chaque matin, nous avons encore la possibilité de choisir. Ne laissez pas votre corps vieillir sans votre présence. N'attendez pas d'être malade pour vous en occuper.
Intégrez dès aujourd'hui ne serait-ce qu'un petit geste chaque matin, quelques respirations conscientes, quelques pas dans le jardin, quelques étirements. Faites-le non pas pour plaire aux autres, mais pour honorer celui ou celle que vous êtes devenu. C'est en prenant soin de soi, doucement, que l'on inspire les autres à faire de même. Quel est selon vous le geste du quotidien qui vous aide le plus à rester vivant, vivante? A. Marcher un peu chaque jour. B. Prendre un moment pour respirer profondément et se recentrer. Dites-moi votre réponse en commentaire, A ou B. Votre point de vue peut aider d'autres personnes à réfléchir différemment, alors n'hésitez pas à partager votre expérience. Et si ce contenu vous a touché, si vous pensez qu'il peut être utile à quelqu'un d'autre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne. C'est gratuit, mais pour moi, c'est un grand soutien. Cela me donne la force de continuer à écrire, à raconter, à transmettre. Et si vous en avez la possibilité, même de façon modeste, vous pouvez aussi faire un petit don pour soutenir ce projet. Je ne suis plus jeune, mais tant que je respire, je veux encore faire du bien autour de moi. Et votre aide, aussi petite soit-elle, est un encouragement immense. Merci de tout cœur. Continuons ensemble à vivre avec dignité.